Chers auditeurs et téléspectateurs, bienvenue dans ce premier numéro de Leur jeu qui va être diffusé sur HD24 et aussi la chaîne Match 360. Aujourd'hui, nous avons Marcel Sambou qui va co-animer ce podcast avec nous. Et forcément, avant de vous montrer notre invité, nous allons vous présenter son portrait. C'est un natif de Longjumeau dans le 91. Il est aussi passé par la Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Dakar où il a un petit peu grandi. Il n'est plus à présenter dans le paysage médiatique du sport africain. D'ailleurs, c'est le nom que porte l'agence de presse panafricaine dont il est le rédacteur en chef. Pourtant, il n'était pas prédestiné au sport ou bien à ce métier-là parce que quand on interroge un petit peu son cursus, il est passé par une licence en sciences économiques. Après une mûre réflexion, il a décidé de sauter le pas et avant de sauter le pas, il s'est souvenu d'un stage en classe de troisième fait à l'époque au Sénégal, à Dakar. Dans une agence de presse et ce fut un vrai déclic parce que voilà, c'est ce stage-là qui a permis d'emmagasiner un petit peu d'expérience mais aussi d'allier ces deux passions, ouais, puisque journaliste réputé, il a un goût prononcé pour tout ce qui est récit, tout ce qui est sport aussi en général et c'est ça qui l'a poussé à aller faire un master en journalisme à l'université d'Aix à Marseille. Il a aussi eu un master aussi en communication des entreprises, d'où sa double casquette de journaliste chevronné, mais aussi de conseiller top en matière de communication digitale. Et comme disait aussi Oprah Winfrey, il a fait de sa passion, sa profession aujourd'hui, avec des passages à la province à ses débuts, à Marseille, à Newsweb du groupe Lagardère, puis chroniqueur à la radio RMC Sport. Ses piges aussi sur les plateaux de France 24, Africa 24, Télé Sud, ou encore son passage à la tête de la rédaction d'Africa Sport TV, qui est la première chaîne francophone dédiée au sport. Il est également cofondateur de Soccer Avenue. Mesdames, Messieurs, nous recevons aujourd'hui Mansour Loum, rédacteur en chef de Sport News Africa. Bienvenue Mansour. Merci beaucoup, Pape. Bonjour et bonjour Marcel. Bonjour. J'ai cru que tu parlais de quelqu'un d'autre. En tout cas... Il y a beaucoup de choses en fait. Hein. Ah oui, le CV il est très riche, machallah. Hein. Ça va, ouais. Donc, on va attaquer avec la première question. Ouais. Mansour, quand on te parle de sport, quel souvenir te vient à l'esprit en premier? Ouf. J'en ai deux. J'en ai un qui est très joyeux et l'autre qui l'est moins. Forcément, celui qui me met automatiquement en tête, c'est ce 31 mai de 2002. C'est le France-Sénégal, ça clairement, parce qu'il y a beaucoup de trucs. J'étais au Sénégal. À l'époque, j'étais au lycée Jean Mermoz. Donc, tu vois, lycée français. Donc, lycée français au Sénégal, France-Sénégal, c'était compliqué. Et je me souviens même, tu vois, on avait arrêté les cours avant. On avait fait juste 2 heures de cours la journée. Après, on a dit quartier libre, tout le monde, parce qu'on n'a pas de débordement. Tout le monde est rentré chez lui, on a regardé le match et tout. Oui. Donc ça, c'est vraiment le premier souvenir. C'est celui-là, c'est France-Sénégal de 2002. Et l'autre, malheureusement, c'est le décès de Marc-Vivien Foé lors de la Coupe des Confédérations. Oui. C'est un truc qui m'avait marqué parce qu'en fait, dans ma conception des choses à l'époque, on ne meurt pas sur un terrain. Oui. Un sportif peut mourir, ok, mais pas en direct à la télé, machin. Et du coup, ça m'a vraiment frappé. Voilà, c'est vraiment les deux événements qui, quand on parle de sport, moi, ça me vient tout de suite. Et c'est 2 événements foot. Ouais. C'était un choc énorme. Ouais, franchement, ça a tué beaucoup de... comment dirais-je? Ça a marqué beaucoup de monde. Ouais. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Donc, Mansour, voilà, forcément, on va un petit peu revenir sur ton travail. Okay. Ton travail de journaliste, ça consiste à quoi exactement? Beaucoup de choses. Oui. Franchement, il y a beaucoup de choses actuellement. On a le temps, tu peux détailler. Je te parle de quoi, ce que je fais maintenant actuellement à Sport News Africa. Oui, oui. Alors actuellement, donc, je suis rédacteur en chef de Sport News Africa. Donc, Sport News Africa, c'est un média qui a été fondé en 2019-2020. Moi, je l'ai rejoint en 2021. Oui. Comme un rédacteur en chef. Et donc, en gros, il fallait gérer la rédaction des journalistes, mais aussi les correspondants,
Et surtout, moi, je suis arrivé avec une mission de faire grandir le média. Parce que le média avait été créé, avait commencé à se lancer, mais n'était pas forcément connu ni du grand public, ni aussi de la profession. C'est-à-dire, souvent, pour qu'un média soit crédible et soit une source fiable, il faut que les autres médias, les plus gros médias, arrivent à le citer, le reprendre et s'inspirer de lui un petit peu, voilà, voir ce qui se passe. Donc, moi, je suis arrivé un petit peu avec cette mission-là de dire justement, il faut faire connaître les médias du grand public, mais aussi de la profession, et avec une troisième mission qui était de développer les productions. Donc, c'était vraiment ça que j'ai fait et que je continue de faire. Et donc, c'était forcément rédaction d'articles, parce que souvent, il y a des rédacteurs qui pensent que je suis juste là, je dirige et puis je laisse les autres faire. En fait, non, il faut aussi mettre la main à la pâte. Donc, rédaction d'articles, réalisation d'interviews, sujets vidéo, couverture de compétition. Et c'est de développer voilà, tout ce qui est de production sur notamment les réseaux sociaux, parce qu'on sait que maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, donc des formats courts, des choses comme ça, qui vont vraiment aller toucher un public qui ne va pas peut-être forcément te connaître ou aller te chercher, mais que justement, tu vas pouvoir attirer en captant leur attention. C'était vraiment ça l'idée de base et qu'on essaie vraiment de développer. Et forcément, vous avez eu la bénédiction des pairs, parce que moi, je me rappelle à mes débuts aussi, je reprenais souvent vos informations. Ouais, c'est ça. Donc, jusqu'à maintenant, à Marcel. Bien sûr. Tout ce qui est Sport News Africa est incontournable véritablement dans la petite anecdote, dans le paysage médiatique africain. La petite anecdote, récemment, on allait en interview, aller voir une sportive, c'est la représentante du Sénégal au JO pour l'escrime, Binta Diong. Et forcément, pour préparer cette interview, on a lu l'interview que vous avez fait avec elle. Et ça nous a donné beaucoup de tuyaux. Ouais, non, c'est clair. Voilà, ça, je tenais à le dire. Après, vraiment, ce qui fait la force de Sport News Africa, c'est les correspondants, en fait. Parce que c'est hyper important d'avoir des gens dans plein de pays, Mali, Burkina Faso, Sénégal, Côte d'Ivoire. Parce que c'est vraiment eux qui font remonter l'information, Congo aussi. Et c'est vraiment eux qui font remonter l'information et les sujets qui sont vraiment pertinents. Justement, par rapport à ça, moi j'avais une question. Mansour, comment vous faites pour aller chercher, entre guillemets, ces hommes de terrain qui sont, on va dire, les yeux et les oreilles de votre média? C'est un boulot de recrutement. En fait, tu testes les gens. Tu testes les gens constamment parce que des gens motivés, il y en a beaucoup. Des gens qui veulent travailler, il y en a beaucoup. Mais des gens qui veulent travailler selon un certain process que toi tu mets en place et qui pourront s'y adapter, c'est plus compliqué. Donc, tu as des gens qui sont là, qui vont faire l'affaire ou qui ne feront pas l'affaire. Et malheureusement, après, c'est des choix. Et souvent, par exemple, je vais dire, supposons un pays, je cherche un correspondant au Sénégal, j'ai peut-être 5, 6, 7 personnes qui vont postuler. On va devoir trier, voir par rapport au parcours, par rapport à ce qu'ils sont capables de faire aussi. Est-ce qu'ils peuvent faire que de l'écrit, est-ce qu'ils peuvent faire écrit vidéo, des choses comme ça, etc. Et après, tu les testes. Hein. C'est comme toute chose. Tu les testes sur un écrit ou deux. Tu vois un petit peu comment est-ce qu'ils écrivent, ce qu'ils sont capables de t'apporter comme information. Et après, tu pars et c'est le temps qui fait son œuvre. Là, il a parlé de tout ce qui est compétences par rapport aux jeunes. Aujourd'hui, un jeune qui arrive dans le métier ou qui envisage de faire ce métier, quelles sont les qualités premières qu'il doit avoir pour pouvoir intégrer dans ce métier? Pour un journaliste, il faut être curieux. Ouais. Il faut être curieux. Sans que ce soit aller dans le voyeurisme, mais il faut être curieux, c'est-à-dire il faut s'intéresser à tout ton environnement, tout ce qui se passe. Vraiment, parce qu'en fait, des fois, il y a des choses qu'on sous-estime et en fait, il y a des informations. Il faut vraiment être curieux. Et après, il faut avoir aussi l'esprit critique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on me dit quelque chose ou que quelque chose se passe que c'est forcément comme ça, que c'est la vérité. C'est-à-dire, par exemple, là, on est 3, on peut avoir 3 versions différentes. Laquelle est la vraie? Comment est-ce que je peux savoir quelle est la vraie? Donc, aussi, croiser ses sources. Et après, c'est du terrain et il faut être passionné. Je pense que journaliste, c'est un boulot. Si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas réussir. Il faut vraiment être passionné parce que, notamment au début, tu ne vas pas compter tes heures. Moi, je me souviens des fois, j'ai eu des journées. Tu sais quand tu pars, tu ne sais pas quand tu reviens. Ouais. C'est vraiment ça. Tu sais quand tu pars le matin, mais tu ne sais pas à quelle heure tu vas finir. Il se passe tellement de choses parce que l'actu, en plus, elle est tellement vaste. Il se passe toujours des choses. Donc, c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment être passionné parce que, voilà, il n'y a jamais une journée qui ressemble à l'autre. Donc, c'est vraiment ça que je dirais comme qualité première. Et la vie de famille derrière tout ça, parce que. J'ai commencé, j'étais célibataire. Qu'est-ce qui a changé entre temps? J'ai commencé, j'étais célibataire. Par rapport à
aux méthodes de En travail. fait, mais c'est-à-dire que quand ta vie privée évolue et change, tu dois t'adapter. Tu dois t'adapter parce que moi, le journalisme, c'est une passion. Et le problème des passions, c'est que ça te dévore et ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut que tu arrives à trouver le juste équilibre, le juste milieu parce que tu ne vas pas non plus sacrifier ta vie privée à cause de cette passion-là. Oui. Donc, c'est à dire que peut-être des trucs que je faisais avant, quand je disais que, voilà, je pars, je sais pas quand je reviens, de toute façon, ça m'est égal quand je reviens parce que j'ai personne qui m'attend, entre guillemets, j'ai pas de truc, j'ai pas d'impératif ou autre. Mais là, tu vas dire, écoutez, là, je vais rentrer plus tôt, je vais partir plus tôt parce que je dois faire ça, etc. Et en fait, après, tu t'organises juste toujours que il faut trouver l'équilibre. Que voilà, que l'un n'empiète pas sur l'autre et inversement. Et à partir de là, ça va. Ah bah surtout qu'avec l'expérience, maintenant, voilà, ça a changé beaucoup de choses. Hein. Ouais, franchement, il y a des trucs, honnêtement, je le faisais avant parce que j'étais jeune, que je voulais prouver des choses, voilà, tu veux vraiment marquer ton empreinte et gravir les échelons. Donc, tu fais beaucoup de sacrifices. Mais je me dis avec le recul, je ne le referai pas. Il y a beaucoup de choses à ne pas refaire. Hein, une petite anecdote par rapport à ça. Par rapport à un truc que je ne referai pas. Ouais. Non, en fait, c'est surtout, de façon générale, si tu veux, le travail, c'est bien. Mais, comment dire, les relations avec les gens, la vie, le côté social, ça n'a pas de prix, en fait. Ça n'a pas de prix. Donc, il faut pas tout mettre sur le travail et sacrifier le côté social, familial, ami, etc. Faut vraiment préserver ça parce qu'en fait, la santé mentale, c'est important. C'est vraiment très important, la santé mentale. Et ce qui fait que tu peux avoir une santé mentale saine, c'est cet entourage-là. Parce que des fois, ton travail te dévore, vraiment. Et moi, je l'ai connu. Et à un moment donné, tu es dans un truc, on était dans un délire où en mode, c'était à l'époque, j'étais à Afrique Foot. Oui. Et la dynamique était tellement bien qu'on voulait que ça continue tout le temps. Et on se disait, faut qu'on continue. Et en fait, du coup, des fois, je travaillais, mais je pouvais travailler plein de jours d'affilée sans prendre de repos. Ah oui. Sans prendre de repos parce que tu dis, voilà, non, mais si je publie pas ça, le site, ça fait 2 heures, il n'y a pas d'actu. Après le recul, je me dis, mais en fait, ça fait quoi si pendant 2 heures, il n'y a pas d'actu? Ça a tué personne. Ouais. Est-ce que c'était une actu genre importante, une exclusivité mondiale? Non. Donc en fait, pourquoi tu te casses la tête? Mais parce que tu es jeune. C'est ça, ouais. Parce que tu es jeune, envie de tu veux prouver. prouver, machin, faire des choses. Et avec le recul, maintenant, voilà, tu apprends justement à faire le bon dosage. Transition toute trouvée. Forcément, on a un témoignage d'un de tes collaborateurs qui est journaliste au niveau de la rédaction de Sport News Africa, Moustapha Sadio, qui va nous parler un petit peu de Mansour. Voilà, on va suivre le témoignage. Bon, personnellement, Mansour Loum, pour moi, c'est un journaliste hors pair déjà. C'est la pertinence à l'état pur. Et surtout, c'est quelqu'un qui a beaucoup de convictions. Je pense que ça reste un personnage clivant. On le voit sur ses réseaux sociaux, surtout, notamment sur Twitter, où il n'a pas peur de donner son avis en ce qui concerne le football africain, qu'il connaît plutôt bien. Le football international également. On sait que c'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes, capable de gérer, on va dire, de manager des sportifs en ce qui concerne leur image. Je pense que c'est un manager d'une grande vision. J'ai eu la chance de collaborer avec lui près de 2 ans du côté de Sport News Africa. Avant ça, on a fait quelques émissions sur Instagram où on l'a invité. C'est quelqu'un à qui on fait appel à chaque fois qu'il faut évoquer le football africain notamment. Donc moi j'ai beaucoup de respect en tout cas et beaucoup d'estime pour Mansour Loum. Je veux dire, à chaque fois que tu as besoin d'explications sur un article qu'il faut faire, il suffit de le solliciter. Sa disponibilité également est un atout en ce qui le concerne. Donc vraiment, je lui souhaite le meilleur et puis bonne émission à vous. Merci beaucoup à Tafa qui nous souhaitait bonne émission. Je n'ai pas payé, hein, pour que En tout cas, il a dit de très très bonnes choses sur Mansour. Donc ça se voit que voilà, il y a des choses, ça s'invente pas du tout. C'est un ressenti, c'est aussi peut-être au niveau management que Mansour a pu cultiver ça chez ses collaborateurs. Ouais, en fait,
Moi, en tout cas, dans ma perception des choses, il faut un bon environnement de travail. Il faut que les gens puissent travailler de façon saine et collégiale. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est des fois qu'on fait des trucs où il y a un peu de tension et il y a des impératifs et autres que ça doit empêcher de travailler dans un bon état d'esprit. Et moi, je pense qu'un bon rédacteur en chef, avant, d'ailleurs, je faisais l'erreur quand j'étais vraiment beaucoup plus jeune, quand j'apprenais tout ça. Pour moi, on me disait rédacteur en chef. Pour moi, le rédacteur en chef, ça devait être le meilleur journaliste de la rédaction. En fait, pas du tout. Pas du tout. Le meilleur rédacteur en chef qui soit, c'est celui qui manage le mieux. C'est-à-dire que, il y a certes le côté boulot, mais aussi, à côté du boulot, tes collaborateurs, les gens qui travaillent avec toi, c'est des êtres humains. Oui. Et ils ont leurs problèmes quotidiens. Et il faut que tu gères avec ça. Ils ont leur état d'âme quotidien. Surtout. Ils ont leur personnalité quotidienne. Ils ont leur tempérament aussi. Et donc, en fait, il faut que tu jongles avec tout ça. C'est comme un chef d'orchestre un petit peu. Sûr. Et c'est donc quand tu trouves la bonne alchimie, que ta rédaction, elle tourne. Et pour moi, en fait, c'est vraiment ça. Il faut que tout le monde se sente bien, trouve sa place et surtout se sente écouté. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as quelqu'un qui a un problème, mais que tu n'aides pas à régler son problème, c'est pas bon. Tu ne fais pas aussi ton boulot. Et c'est un petit peu tout ça. Surtout qu'il y a le côté aussi culturel. Parce qu'on gère, l'Afrique, c'est un continent. Donc, si on a des correspondants ivoiriens, sénégalais, camerounais, donc, on les gère. Déjà, on gère pas les gens d'une même famille de la même façon. De la même façon, voilà. Tu as tout compris. Je veux dire, franchement, quand tu gères des correspondants qui sont au Maghreb, des autres qui sont en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique de l'Est, Oui. l'Afrique, elle est multiple. Ouais. Et ça, si tu ne le comprends pas, tu es mort. Ouais, Et vraiment, déjà entre zones, il y a des spécificités, mais du coup, tu t'en sors pas. Et du coup, c'est vrai qu'il faut. Après, là, il faut jongler, il faut justement aussi apprendre à se connaître et surtout écouter les autres. Et après, tu t'en sors. Ah bah forcément, et surtout peut-être l'expérience avec plus d'une quinzaine de couvertures de compétition et tout, ça t'a permis aussi d'aller à l'encontre d'autres journalistes. Ouais. Et aussi de découvrir d'autres choses. Quels sont véritablement tes souvenirs au cours de ces voyages-là? Alors, il y a un souvenir forcément que je garde, c'est ma première CAN que j'ai couvert. Parce que moi, je suis arrivé à Afrique Foot en 2011. Et la première compétition que j'ai vraiment couverte, c'était la CAN 2013 en Afrique du Sud. Oui. Donc, je suis allé en Afrique du Sud, j'ai découvert le pays, j'ai pris une grosse claque. L'Afrique du Sud, c'est fantastique, mais c'est un pays qui a, je pense, encore beaucoup de problèmes internes qui n'ont pas encore réglés. Et donc, j'ai couvert ma première CAN, j'ai vu ce que c'était, parce que la CAN, je regardais à la télé comme tout le monde. Voilà. Et du coup, là, j'étais vraiment dedans. Donc, franchement, c'était une très, très grosse expérience. Tu rencontres beaucoup de gens, beaucoup de journalistes que tu n'avais jamais rencontrés, que tu voyais à la télé, des choses comme ça. Et du coup, en fait, tu te fais un carnet d'adresses, tu te fais du réseau et tu apprends. Et franchement, le terrain, c'est le meilleur endroit pour apprendre. Surtout. C'est le meilleur endroit pour apprendre. Tu galères, il t'arrive des trucs improbables, mais tu apprends de fou. Tu apprends de fou. Et franchement, entre le récit d'un truc qui t'est arrivé dans tel truc, entre deux buts, etc. et autres, comment se passe la CAN, etc. et juste un article compte rendu de match, tu vois la différence. Ouais. Tu vois vraiment la différence. Et tu sais que voilà, ça c'est authentique. Ça, c'est authentique. Et l'authenticité, ça n'a pas de prix. Et donc, je dirais vraiment, voilà, le souvenir qui m'a marqué, c'était vraiment la CAN, cette CAN-là 2013, parce que c'était la première. Après, il y a, j'en ai d'autres, hein, franchement, on a fait tellement de trucs. Il y a un truc qui était marquant aussi, récemment, c'était le CHAN en Algérie, que le Sénégal a gagné, parce que j'étais aussi. Et c'était particulier, parce que du coup, en tant que Sénégalais, lors de la finale Algérie-Sénégal, tu es au stade de Baraké Nelson Mandela. Il a 99% algérien, le stade. Ouais. Et en plus, les Algériens, franchement, c'est des fous de football. Ouais, c'est des fous de football. J'ai rencontré des gens de tout âge. Hommes, femmes, football. La finale était à 21h. Oui. On est allé au stade à 11h du matin. Ah oui. À 11h du matin. Pourquoi on nous a dit, les gars, partez tôt, parce que ça va être chaud. Parce qu'en fait, les mecs, ils avaient fait des barrages à 2 km du stade. Les gens attendaient déjà, à 11h du matin. La finale était à 21h. Pour te montrer à quel point c'est des fous de foot. Et du coup, on était dans cette ambiance-là. Les Sénégalais sont arrivés avec juste un petit parcage, mais vraiment minuscule de Sénégalais, dans cette ambiance folle. Et je me disais, mais comment est-ce qu'ils vont résister à la pression? Les mecs, ils ont résisté. Ouais, les minutes ont passé.
Et les supporters algériens commencent à se dire, ah, peut-être que la finale, elle va être pour le Sénégal. oui. Et après, tu as les tirs au but aussi qui se passent. Surtout, Ils ont la balle de match. Match-là, Et franchement, ils ont la balle de match. Et là, on est en tribune presse et tu vois tout le stade, ils sortent le téléphone parce qu'ils disent, il y a Mayus qui va aller tirer le penalty. Ils disent, bon, s'il marque, on est champion. Oui. Donc, ils sortent tous les téléphones. Là, je dis, on se regarde avec d'autres collègues sénégalais, on se dit, Dieu aide-nous. Et il nous a aidé, hein. Et franchement, le gardien, il arrête les pénaltys de Mayus. Oui. Nous, on crie comme des fous. Le stade, silence. Oui. Derrière, le truc se réinverse. Oui. Ouais. On marque, on gagne. Et nous, on crie stade, silence. Non, c'était franchement sacré souvenir. Sacré souvenir. Et surtout que, si on interroge l'histoire quelques années auparavant, la finale perdue en 2019 aussi en Égypte. C'est vrai. Donc, ça c'est... Non, c'est vrai, ouais. C'est... Ouais, la finale de... Ouais, après... C'est des émotions particulières. Moi, j'étais pas en 2019 en Égypte, donc je l'ai moins vécu. Mais franchement, ce bonheur-là de voir son pays gagner, en plus, dans ce contexte... C'est pas hostile, hein, parce que franchement, les Sénégalais ont été très bien traités pendant ce challenge en Algérie, mais juste... Tu es pas chez toi, tu es à l'étranger, tu es à l'extérieur, et tu as une grosse pression. Ils ont résisté, ils ont joué, ils ont gagné. Franchement, c'était top. J'ai peut-être un match qui s'est déroulé récemment entre deux nations que tu connais, parce que tu as grandi entre Dakar et Abidjan. Le Sénégal-Côte d'Ivoire de la CAN, 8e de finale. Comment tu l'as vécu? Franchement, non, en fait, il faut savoir que pour l'histoire, certes, je suis né, voilà, comme tu avais dit, à Longjumeau, mais après, moi, j'ai grandi vraiment à Dakar. Oui. Vraiment, moi, je suis un boy de Dakar, j'ai grandi à Mermoz, voilà, j'ai fait, jusqu'à ma majorité et tout, j'étais à Mermoz. Mais c'est vrai que je suis beaucoup allé en Côte d'Ivoire parce que j'ai de la famille qui est là-bas, du côté de mon père, j'ai un frère qui a fait sa vie là-bas, j'ai vraiment la famille là-bas, et moi, j'ai toujours baigné dans ce multiculturalisme-là. Donc, pour la Côte d'Ivoire, jusqu'aux événements des années 2000, j'allais tout le temps. Tout le temps, genre comme disait tu vas aller où en vacances, des choses comme ça, Côte d'Ivoire. Genre aller en France, aller aux États-Unis, tout ça, ça m'intéressait pas. Vraiment, moi c'était Abidjan. Je sais pas pourquoi, mais j'aimais trop parce que j'aimais la mentalité, machin. Je voyais mes cousins, etc. Et j'étais vraiment bien là-bas, quoi. Et donc la CAN m'a donné l'occasion justement d'y retourner avant parce que ça faisait longtemps que j'étais pas allé. Donc j'ai revu de la famille et autres. C'était vraiment humainement et sportivement, c'était top. Et ouais, franchement, Sénégal, Côte d'Ivoire, c'était chaud. Ouais. Franchement, Côte d'Ivoire, c'était chaud. Mais après, voilà, l'histoire fait que j'étais quand même beaucoup plus pour le Sénégal, c'est clair. Mais c'était pas simple. C'était pas simple. Après, c'était pas simple aussi parce qu'il y a une partie de la famille qui est ivoirienne et qui supportait forcément la Côte d'Ivoire. Ouais, mais après, tu sais, ils supportent aussi le Sénégal en fait. Oui, ils supportent le Sénégal parce que c'est la... Tu peux pas renier une partie. Oui, ça c'est vrai. C'est ça en fait. C'est-à-dire que forcément, tu as une partie qui prend l'ascendant parce que c'est peut-être là où tu as le plus d'affinité, que tu as passé le plus de temps et autres. Mais à un moment donné, la défaite de l'autre te fait un petit peu mal, te fait quelque chose. Et du coup, voilà, moi j'étais plus pour le Sénégal que la Côte d'Ivoire. Mais après, écoute, le Sénégal est éliminé, je suis déçu. Déception, elle passe vite parce que la Côte d'Ivoire continue. Comme ça aurait été l'inverse, j'aurais été aussi très content pour le Sénégal, mais j'aurais été aussi déçu pour le côté ivoirien. C'est comme ça. Après, Mansour, on te catégorise un petit peu football. Mais forcément, tu as fait d'autres compétitions. Le cyclisme. J'ai fait des trucs. Hein. Après, ouais, moi j'ai fait le football parce que c'est ce qui me plaisait vraiment. Donc je me suis dit bon, quitte à faire un truc qui t'intéresse, autant bosser. Je veux dire, c'est comme un critique cinéma qui est fan de cinéma, mais voilà, c'est la même chose. Oui. Il va avoir des films, il est content. Moi, il va avoir des matchs, je suis content. Mais après, ouais, j'ai couvert des compétitions d'athlétisme, j'ai couvert le tour du Maroc. Non, j'ai fait d'autres trucs. Hein. On a couvert du handball aussi. Et puis, ouais, non, j'ai fait d'autres compétitions après, forcément. Et bientôt les JO à Paris? Ouais, j'ai eu mon accréditation aujourd'hui, d'ailleurs, je te le disais. L'accréditation, donc je vais couvrir les JO, ça faisait partie de mes objectifs. Oui. Parce que je pense que comme n'importe qui dans son boulot, alors les journalistes, je pense qu'on a on a tous, soit on l'a fait, soit en tout cas on a en tête liste d'objectifs, tu dis j'aimerais bien faire ça, couvrir une CAN, etc. Mais ça faisait partie d'un de mes objectifs, couvrir des JO, parce que les JO, on sait ce que ça représente pour les sportifs, c'est tous les 4 ans. C'est rare d'avoir l'occasion d'y aller et là, surtout le contexte, ça se déroule sur voilà, là c'est en France, à Paris, j'y suis là, écoute, on en profiter un maximum, donc j'ai eu l'accréditation et Inch'Allah que ça se passe bien. Bon, pour revenir un petit peu à ton travail, Mansour, comment tu vis actuellement l'étiquette
de journaliste lanceur d'alerte qu'on te met maintenant. On te pose cette étiquette-là. Surtout sur Twitter. Qui m'a qualifié de lanceur d'alerte? Parce qu'on t'a mis dans le même sac que les Romain Molina et tout, parce que voilà, tu sors non, parce qu'on travaille ensemble. Parce qu'on travaille ensemble. En fait, le journalisme, c'est compliqué. Parce que, on va dire, et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je ne travaille pas dans certains, entre guillemets, gros médias. Parce que je pense qu'il y a certaines choses, quand tu veux les dire dans certains gros médias, on va te dire, ouais, mais c'est un peu touchy, c'est un peu ci, c'est un peu ça. Ou alors, tu vois, il y a des conflits d'intérêts, des choses qui font que machin, on va peut-être le mettre de côté. Et je pense que des gens comme Romain, comme moi et autres, en fait, le fait qu'on soit sans filtre, oui. Jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à maintenant on ne nous a pas acheté libre, avoir cette liberté de ton, de parole, fait que là, moi mes employeurs, dans toutes les boîtes dont je suis passé, entre guillemets, j'ai toujours fait et dit ce que je voulais, ce que je pensais, et même vis-à-vis de mes employeurs, quand ça ne va pas, on a un discours dans le respect toujours, mais on se dit les choses, que ça aille ou que ça n'aille pas, il faut se dire les choses et qu'on voit comment avancer. Et donc, je pense que c'est peut-être ça qui a fait que maintenant, j'ai peut-être je dirais pas, je sais pas si on peut dire réputation ou autre, mais après, voilà, moi, on nous donne des informations, et puis surtout, même, les gens aussi nous font confiance, parce qu'ils se disent, si j'ai essayé avec un tel, il n'en a pas parlé, il n'a pas relié, ou alors il s'est rétracté, eux, ils le font, ils vont au bout des choses. Et c'est une bonne chose. C'est vrai que Romain, il est dans beaucoup de sujets d'enquête et autres. Parce que Romain, il faut savoir que Romain, je le connais depuis 2012, je crois, parce qu'à l'époque, il était... une décennie. Oui, non, plus, parce qu'à l'époque, il bossait pour un média qui s'appelait Shark Foot à l'époque. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. À l'époque, la première enquête qu'il a faite, moi j'étais à Afrique Foot, c'était sur, vous allez rire, sur un joueur que vous connaissez très bien, qui est congolais, c'est Chancel Mbemba. Oui. Parce que comme vous savez, il y a un problème autour de ses dates de naissance. Et donc, ils avaient fait une enquête dessus, ils avaient remonté ses licences, etc. pour prouver que Chancel, t'as un peu triché sur ton âge. En tout cas, quel âge as-tu, je ne sais pas. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, en fait. Et du coup, c'est vrai que lui, il est resté dans le journalisme d'investigation. Moi, j'étais beaucoup plus sur plein d'autres aspects. Et quand j'ai rejoint Sports Africa, j'ai dit à Romain, écoute, il y a des opportunités. Je sais que voilà, toi tu es encore dans plein de trucs, notamment maintenant tu es beaucoup plus aussi investi sur ce qui se passe dans le sport africain. Donc si jamais tu as des opportunités, des choses comme ça, et que tu cherches une plateforme pour diffuser ces informations-là, tu sais que nous on sera là. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et voilà, de fil en aiguille, ça continue comme ça. Après, lanceur d'alerte, je sais pas si j'en suis un, je sais même pas si ça m'a de le dire, mais moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, moi, personnellement, c'est la vérité. C'est la vérité et, entre guillemets, la justice. Si, notamment dans certaines affaires, des gens ont fait du tort à d'autres et que finalement, grâce à notre travail, à nos enquêtes, aux témoignages qu'on a recueillis et autres, la justice arrive à faire son travail et à sanctionner les gens qui sont responsables de faits qui sont prouvés, avérés, mais je trouve que c'est une bonne chose. Et c'est tout en fait. Après, pour le reste... moi je dirais même, c'est surtout c'est le rôle du journaliste. Parce que c'est en tout cas d'éclairer, on va dire, la lanterne du lecteur, de l'auditeur. Parce que franchement, aller faire de la news pour dire qu'un tel a battu un tel sur tel score, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Et je ne pense pas qu'il y ait de plus-value. Par contre, là, quand tu fais ce genre de travail-là, franchement, quand tu vas te coucher le soir, tu te dis, j'ai fait quelque chose de bien. Ça a abouti. Je sais pourquoi ça aboutit. En fait, ça donne du sens à ton travail. Tu es quitte avec ta conscience. Exactement. Alors qu'il y a des choses, tu te dis, moi je suis au courant de ça, mais je ne suis pas le bout des choses. Parce que peur de ça, parce que je n'ai pas tel problème. En fait, non. Et donc, je trouve que c'est important et vraiment, c'est ça donne du sens à ton travail. Bon, Mansour, on va un petit peu revenir sur l'actualité actuellement. L'actualité, l'Euro et la CAN. Il y a beaucoup de comparaisons. Hein. Donc, quel est ton ressenti de cet Euro-là? On dirait moins fringant que d'habitude. Ça, c'est la conséquence des compétitions qui sont de plus en plus longues, qui sont on est en train de tuer les joueurs. Donc, voilà, fin de saison, tu t'attends à quoi? Je veux dire, les championnats sont de plus en plus longs, on rajoute des compétitions, on aura la nouvelle formule, la Coupe du Monde des clubs, qui va être encore plus longue, la Coupe du Monde
elle est plus longue. La CAN est passée à 24, etc., etc. En fait, les joueurs, ils jouent combien de matchs par saison? Ils en peuvent plus. Ouais, Ils en 50, peuvent plus. soixantaine de matchs. Ça, c'est énorme pour un corps, il faut récupérer. Et donc, quand tu as tout ça, en plus, tu vois maintenant l'intensité des matchs, mais forcément, tu arrives en fin de saison, tu es essoré, on te dit qu'il faut repartir pour 4 semaines de compétition. C'est compliqué. C'est très C'est très compliqué. oui. Il est là le problème en fait. Et malheureusement, comme dans les directions de toutes les confédérations, il y a des gens qui pensent uniquement au portefeuille. Oui. À commencer par Gianni Infantino. Parce que pour lui, compétition plus grande, plus de matchs, plus de recettes. Oui. Ça, c'est vrai. Et à un moment donné, c'est aux joueurs de dire stop. Parce que pas de joueurs, pas de match. Hein. Oui. C'est aux joueurs. Alors les joueurs, ils disent un peu oui. Est-ce qu'ils prennent leurs responsabilités? Ils ne le font pas. Oui. Ils ne le font pas, encore moins le syndicat des joueurs, et c'est dommage. Oui. Parce que demain, les joueurs, ils disent, honnêtement, vous pensez que demain, si Kylian Mbappé, Vinicius, Bellingham et d'autres disent, ce week-end, on ne joue pas le championnat. Vous ne pensez pas que ça va bouger? Que le diffuseur qui a payé les droits dit, attendez, comment ça, je ne diffuse pas le championnat sur ma grille horaire de 2 heures que j'ai mise? J'ai déjà placé mes annonces publicitaires. Oui. Vous ne pensez pas que les choses vont bouger? Bah, bien sûr. Ah là, Beaucoup même. ça va, c'est ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Après, la question à se poser dans ce cas, est-ce que les joueurs, déjà, ils ont... tout à l'heure, tu as parlé de syndicats. Mais est-ce qu'ils se rencontrent pour pouvoir se consulter et pouvoir... Malheureusement, pas prendre des assez. décisions? Chacun fait un peu des trucs de son côté. Il fait un peu des posts pour dire, ouais, c'est le dernier fois, c'était qui disait qu'il jouait 3? Je crois que c'était Chouameni, un truc comme ça. Ouais, mais en Oui, fait... il y a eu Même Raphaël la Varane. Varane. Varane avait dit aussi, Oui. voilà. Mais tu vois, c'est sporadique, chacun dans son coin. Ça marche pas comme ça. Ouais, Il faut y a se pas finir. cette union, Tu as là. la FIFPro qui est là, mais la FIFPro, elle fait quoi par des communiqués? Pour dire, oui, les joueurs jouent trop. Non, mais faites une action. Faites une journée d'action. Par exemple, vous dites, machin, la Ligue, machin, etc. Aujourd'hui, Ligue 1, tous les acteurs, aujourd'hui, on ne va pas jouer. Ou alors, on va faire un truc symbolique. Les 5 premières minutes, on ne joue pas. C'est comme ça que les choses vont avancer malheureusement. Et donc, le niveau de l'euro se ressent de ça parce que ben, c'est ça. Tu as des matchs, tu te poses des questions. Moi, j'ai regardé l'Angleterre jouer. L'Angleterre, on dirait qu'ils ont joué un match avant de jouer leur match. Ouais. C'est un truc de fou. Ils arrivent, le match débute, ils sont fatigués. Oui. Ils Ça, sont c'est vrai. fatigués. Tu te dis, mais vous étiez où? Après, les Anglais aussi, la saison qu'ils ont connue aussi, ça. Première ligue, ça blague pas. Bah oui. Chaque week-end, c'est un combat. L'intensité Chaque week-end, c'est un ouais. combat. Tu vas chez le premier, c'est un combat. Tu vas chez le dernier, c'est un combat. Tu n'as pas de répit. Et les autres Et voilà. compétitions annexes aussi, Annexe aussi, la les Coupe de la championnats, c'est Ligue, ça. ouais, la Donc Champions c'est League. compliqué. Et donc, le niveau de l'Europe, mais forcément, se ressent de ça. Tu ne peux pas avoir une grosse compétition qui est enlevée si tu as des joueurs qui sont diminués physiquement. C'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en termes d'intensité et autres, beaucoup de gens disent la CAN c'était mieux parce que la CAN, heureusement encore c'était en janvier, les joueurs étaient encore un petit peu frais. Mais tu refais le même principe, la CAN en fin d'année, je te garantis pas que ce sera de ce niveau-là. C'est une réalité. Exactement. Et surtout, il y a le nouveau format aussi de la Champions League l'année Qui va prochaine. arriver, mais ils vont tuer les gens. Avec plus de matchs. Ah. Et notre CAN aussi qui est décalé entre décembre et janvier, juste pour des raisons entre guillemets de la Coupe du Monde des clubs. Je pense que la saison 2025-2026, s'il n'y a pas de mort, il y aura des blessés, hein, comme on dit. Mais vous savez, c'est terrible parce que on parle de la CAN qui est tout le temps décalée. Oui. La CAN existe SDF. avant l'euro quand même. Oui. La CAN existe bien avant l'euro. Bien sûr. Et pourtant, c'est la compétition la plus maltraitée Oui. parce que elle n'intéresse pas les Européens. Et à la CAF, on a désormais des dirigeants qui disent amen à tout ce que dit la FIFA parce que avant, à l'époque des Ayatou et autres, il y avait certes d'autres problèmes. Oui. Mais Ayatou était un fervent défenseur de l'Afrique. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas lui imposer des choses. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si Ayatou et Infantino ne s'entendaient pas. Ils ne s'entendent pas d'ailleurs toujours. Voilà, c'est une chose. Et du coup, mais malheureusement, depuis le départ de Ayatou, au fur et à mesure, la FIFA a placé ces gens à la CAF. Oui. Jusqu'au derrière, le président Motsepe, il a été élu comment Motsepe? Il n'a pas été élu. Il faut rappeler quand même le protocole de Rabat. Il y avait qui? Il y avait Augustin Senghor, Ahmed Yahya, Jacques Anouma, Motsepe. Candidat. Oui. 4 candidats. Oui. Infantino vient et dit, faut pas faire d'élection. Rangez-vous derrière Motsepe. Mais de quel droit? Et d'ailleurs, avant ça, il y a ces voyages aussi, quand il est allé voir les chefs d'État africains. Mais Infantino, c'est un chef d'État. Oui, Infantino, ça, c'est un chef vrai. d'État. C'est Non, vrai. quand tu es président de la FIFA, honnêtement, quand tu es président de la FIFA, tu es un chef d'État. Tu ne rencontres que des dirigeants du monde. Et d'ailleurs, les dirigeants du monde aussi veulent le rencontrer. Oui. Parce que le football, c'est devenu Ouais, un les business. fonds FIFA derrière et tout, Le ouais. football, c'est devenu un business.
Et donc, c'est ça qui fait que, voilà, donc vous êtes 4 candidats, le président de la FIFA vient de dire, est-ce que vous pensez qu'Infantino peut aller dire à l'UEFA, genre les gars veulent se présenter, ils sont 4, faites pas d'élection. On va dire, Gianni, tu es gentil, mais tu rentres à Genève, Franchement. et tu nous laisses faire notre truc. Et nous, malheureusement, en Afrique, on dit, ah, ok, on va à Rabat, ils se rencontrent, on fait un protocole, on fait des deals. Bon, toi, tu seras président, toi, premier vice-président, deuxième, et toi, tu seras conseiller spécial, machin. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, président de la CAF parachuté par la FIFA, secrétaire général ancien de la FIFA, qui est celui qui faisait tout ce qui était les comités de normalisation et autres en Afrique, en ramène. Fatma Samoura, elle était de la FIFA aussi. Tous les postes stratégiques, finance, machin et autres, que des gens de la FIFA qui te dirigent la FIFA. En fait, la CAF c'est devenu un sous-département de la FIFA. Donc forcément, mais quand il y a des décisions importantes qui se prennent, genre voilà, Coupe du Monde des clubs, bon écoutez, nous on veut mettre notre Coupe du Monde des clubs là, vous voulez mettre votre CAN, sauf que là ça va nous embêter, vous dégagez votre CAN. Oui, mais vous dégagez votre CAN. Ok, on dégage notre CAN. Donc c'est ce qui explique que la CAN est devenue SDF. SDF oui, sans date fixe. Sans date fixe. Mais attends, les 4 dernières éditions, on l'a eu en été, c'était en 2019. Ouais, Égypte. En plein janvier-février, là récemment. Et bientôt, décembre-janvier. Ça se trouve, on aura une CAN au mois d'avril, au mois de mai. Ce qui va se passer à terme, ça va être très simple. C'est-à-dire que la CAN, selon le pays qui va l'organiser, ce sera en été ou en hiver, selon qui l'organise. Parce qu'en plus, il y a un problème qui va se poser, c'est-à-dire que ils ont absolument voulu déplacer ces CAN en été, sans penser que, mais en Afrique, on a aussi des réalités climatiques. Oui. On a vu récemment, heureusement que la CAN s'est déroulée en Côte d'Ivoire en janvier. Parce que je ne sais pas si vous avez vu récemment ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce qui tombe comme pluie, ça aurait été ingérable. Ce qui était tombé au Cameroun avant aussi, sur la même période, ça aurait été ingérable. C'est-à-dire que si tu veux maintenir la CAN en été, il y a des pays, ils ne pourront plus organiser la CAN. C'est-à-dire qu'il y a des pays, tu vas les exclure de la CAN. Ce n'est pas le but. Parce qu'aussi la CAN, il faut rappeler aussi que ça favorise le développement des infrastructures d'un pays. D'un pays, oui, surtout. Donc, c'est important sur ces aspects-là. Et donc, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu reviens au format où tu dis, je garde juste l'hiver et quelles que soient les pressions et autres, etc., on va maintenir la CAN à ce moment-là et on tape du poing sur la table en disant à la FIFA, on revoit le calendrier mondial parce qu'il faut se souvenir, quand il a fallu faire la Coupe du Monde au Qatar, là, bizarrement, les championnats ont bougé. Oui. On a fait une trêve. Personne n'a joué, hein. Mais par contre, pour la CAN, il n'y avait jamais de place. Jamais, oui. Maintenant, et il y a tout le temps les pressions des clubs, des matchs africains, oui, tu pars pas à la CAN. Sinon, quand tu pars, tu vas perdre ta place, ou bien, voilà, tu feras plus partie de mes plans. Donc, il y a cette pression. En fait, toutes les compétitions, tous les calendriers sont faits en ne tenant jamais compte de la CAN. Là, la CAN, elle va se jouer, donc 2025 au Maroc, entre la 7e journée de groupe, je crois, de Ligue des Champions et la 8e. Ah oui, avec le nouveau format. Ça laisse un créneau de 28 jours pile. Hop, là, tu cales la CAN. C'est comme un meuble, il passe juste là. Bien placé. Bien placé. C'est ça le football africain. Oui. La CAN, c'est comme la compétition majeure du continent africain. Et nous, on accepte ça. On dit, OK, la FIFA, parce qu'on ne veut pas faire d'ombre à la Coupe du Monde des clubs, il y a la pression des clubs européens, donc on va la placer comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et ça va être compliqué, parce qu'il y a aussi comment dirais-je, le championnat d'Afrique réservé aux locaux. Ah, ça va sauter. Ah, ça va sauter? Ça va sauter. Et la CAN, elle va passer 20 ans à... Alors, moi, je vais dire ce qui va se passer à terme. La CAN, bientôt, elle passera tous les 4 ans. Ça, il y a des gens qui poussent pour. Mais comment on va meubler tout ce temps-là? Ah, je ne sais pas. Oui. Ça, on va trouver. Une Ligue des Nations africaine? Peut-être. C'est une idée aussi. Parce qu'il y en a dans presque tous les continents. Oui, parce que c'est une idée aussi. En tout cas, à terme, c'est fort possible que ça arrive comme ça. Et je sais qu'il y a des pressions pour, c'est que la CAN passe tous les 4 ans. Parce qu'il part du principe que la rareté crée la demande. Oui, ça c'est vrai. Alors que moi je pense que pour la CAN c'est faux. Ça dépend exactement Parce que chaque compétition est spécifique. C'est une réalité parce que moi je me dis un gamin qui est en Afrique, au Sénégal, au fin fond, tu regardes pas tout le temps la Ligue des Champions. À la limite tu regardes la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, tout ce qui est Coupe de France, on va dire. Ouais, mais tu le vis pas quoi. Tu le vis pas. Voilà. Par contre la CAN, même si elle se déroulait chaque année, tu le vis. Donc même si tu es au fin fond d'un village. Donc c'est l'occasion pour ces jeunes-là de s'inspirer, de voir des modèles et de pouvoir profiter de ce plaisir. Et puis il y a surtout un truc qui est important, c'est que dans beaucoup de compétitions européennes et mondiales, c'est des compétitions qui sont arrivées à maturité. Oui. La CAN, ce n'est pas encore son cas. Alors moi, une CAN tous les 4 ans, techniquement, je ne suis pas opposé, mais c'est trop tôt.
Et le développement des infrastructures. Exactement. En fait, il faudrait avoir certains prérequis avant, avoir développé certaines choses pour dire on y va, on passe à tous les 4 ans. Mais pour l'instant, pour l'Afrique, pour le football africain, pour moi, quand même tous les 4 ans, c'est pas encore bon. Ouais. C'est pas encore bon et j'espère qu'ils ne vont pas céder. Et la Ligue des Nations aussi, on va aller tout droit parce que on ne fait que copier le modèle européen UEFA et le modèle FIFA, malheureusement. C'est le même modèle qu'on retrouve partout. Bon, Marcel, transition toute trouvée. Maintenant, on va aborder l'autre casquette de Mansour, la casquette de conseiller en communication. Parce que on rappelle que tu es cofondateur de Soccer Avenue, qui est une agence de communication digitale pour les sportifs. Ou bien, pas que les sportifs ou bien... Non, que les sportifs. Que les sportifs? Ouais. Ah bah, la transition est toute trouvée. Donc, Marcel, je te laisse... Bah, moi, j'aurais plein de questions déjà pour commencer. Comment ça se passe avec les sportifs? Comment tu arrives à les démarcher pour leur convaincre que vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de surtout bien communiquer? Parce qu'il y en a beaucoup qui le font et beaucoup qui le font très mal. On aura peut-être des exemples. Déjà, je ne dirais aucun nom. D'accord là-dessus. Je dirais aucun nom. Mais écoute, j'espère que tu ne penses pas à Sadio Mané. Non. Franchement, j'aurais des anecdotes sur Sadio. Le pire, c'est que ça, j'aurais des anecdotes parce qu'on a eu plein de contacts, de touches avec lui, mais ça ne s'est jamais fait pour plein de raisons. Mais bon, on en reviendra. C'est autre chose. Mais franchement, non, on va voir les gens au cas par cas. Après, nous, comment on commence à fonctionner? Parce qu'en plus, franchement, on a fondé l'agence en 2017. Mais franchement, au fur et à mesure, on a vraiment évolué. Et au début, on allait voir les joueurs, notamment, on se disait, surtout au début, parce qu'on est deux à l'avoir fondé, maintenant on est plus dans l'équipe, on se disait, bon, nous on est sénégalais, on va faire quoi d'abord? On va d'abord aller voir les joueurs, les sportifs sénégalais. Et il y en avait beaucoup qui à l'époque ne comprenaient pas les enjeux, machin, etc. Donc il fallait expliquer vraiment comment ça se passe, l'aspect communication, visibilité, ce que ça peut t'apporter en termes de communauté, même en termes aussi, c'est tout bête, hein, mais on leur disait, voilà, mais c'est très simple, je veux dire, si demain tu as une grosse communauté, tu vas peut-être intéresser des marques, des annonceurs, des choses comme ça. D'ailleurs, ça va te débloquer des contrats de sponsoring et autres. Et là, bizarrement, quand tu leur parles de chiffres comme ça, tu retiens l'attention. Parce qu'ils disaient, ouais, mais en fait, tu veux juste avoir accès à mes réseaux sociaux. Non, tes réseaux sociaux, c'est un moyen. C'est un moyen de faire quoi? Du business. Je te rends beau, je te rends propre, je te rends présentable, je te rends désirable pour faire du business derrière. Parce que tu vas intéresser des marques et autres, etc. Et là, par contre, ils commencent à comprendre. C'est vraiment comme ça qu'on a commencé. Au début, avec des joueurs pas forcément réceptifs et qui ne comprenaient pas les enjeux. Et après, on s'est rendu compte qu'en fait, peut-être il fallait commencer avec des joueurs plus jeunes. Mais par contre, trouver des joueurs aussi qui ont du potentiel. C'est-à-dire que c'est pas là. C'est surtout ça. En fait, finalement, à la fin, on commençait à fonctionner un petit peu comme des recruteurs. Dire, voilà, il faut que j'aille trouver. Du scouting. Exactement, il faut que j'aille trouver la pépite. La pépite qui va éclore, que tout le monde va s'arracher demain. Et on a commencé comme ça à bosser avec des jeunes. Et du coup, c'est vraiment intéressant parce que tu es un peu comme un grand frère pour eux. Tu leur apprends des choses, les choses à faire, à éviter, etc. et autres. Et c'est des relations qui sont sur la durée. Alors que quand on avait commencé, c'était souvent du one-shot. Viens, on fait un truc, on fait un contrat avec un équipementier, tu as ton contrat terminé. Et voilà. Ah, c'était juste comme ça? D'accord. Beaucoup, au début, c'était vraiment comme ça parce que la partie communication, ils ne comprenaient pas trop. Donc, c'est écoute, ramène-moi, essaie de me trouver un contrat, sponsoring et autres, etc. Et puis, je serai content. Après, quelque part aussi, c'était un test. Parce qu'ils disaient, voilà, c'est très, très dur de gagner la confiance de certains sportifs parce qu'ils sont très, très sollicités. Du coup, en fait, déjà, quand tu leur parles et qu'ils t'écoutent, tu as fait un premier pas. Le deuxième, eux, ce qu'ils vont attendre, c'est des preuves. Ok, tu me dis que tu peux faire ça, ça, ça. Ramène-moi du concret. Et donc, on avait eu un gros déclic et un petit buzz. C'était juste avant la Coupe du Monde 2018. C'était quand on avait fait signer Khadim Ndiaye chez Puma. Oui, franchement, ça, fallait le réussir ce coup-là. Comment est-ce qu'un gars qui joue au Royal Gardien, il peut signer chez Puma? Et du coup, même en sélection, c'était un sujet de discussion, ils ont rigolé, c'était marrant. Justement, du coup, comment ça s'est passé? Comment vous faites pour faire ça? Non, déjà, la première chose, c'est qu'il faut avoir de bonnes relations avec les gens qui bossent dans ces trucs-là, les marques, etc. et autres. Après, il faut écouter aussi eux quels sont leurs besoins. Parce qu'eux, ils ont besoin de sportifs qui ont une certaine visibilité. Justement, tout ce qui va être grosse compétition, il y a une grosse guerre des marques. Donc, des grosses compétitions, que ce soit la Coupe du Monde, Euro et même Cannes, ils auront besoin de présence. Donc, ils ont besoin de joueurs
qui ont de la visibilité et qui, si possible, sont performants. Et du coup, à ce moment-là, on s'est dit, écoute, en sélection, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient déjà sous contrat et autres, mais il y avait Khadim, que mon collaborateur Bakary connaissait, avec qui il était en très bon terme. On a tenté, on a dit, voilà, écoutez, il y a un gars qui est là, c'est le gardien du Sénégal, gardien titulaire du Sénégal, donc il va jouer la Coupe du Monde en tant que titulaire dans l'équipe Sénégal à l'époque. Donc, Puma venait de re-signer le contrat d'équipementier. Donc, on a dit voilà, vous aurez l'équipement et lui. Donc, et on a réussi à faire le deal, ça s'est fait franchement très rapidement. Puis Khadim, lui, il était content. Il était là au Royal, il faisait sa carrière tranquille. Puis on l'appelle, on dit Khadim, ouais, qu'est-ce qu'il y a? On a un contrat avec toi pour Puma. Je signe où? Il signe direct. Surtout connaissant le personnage. Voilà, franchement, t'avais très Khadim, en plus, très bon gars. Très bon gars. Franchement, c'était super. Et ce genre-là de trucs-là, en fait, ça te fait une publicité, en fait. Nous, on communique dessus parce que voilà, on se dit, voilà, on a fait signer Khadim chez Puma. Et déjà, en fait, le truc, c'est repris partout. On dit, ok, d'accord. Nitroglycérine, les gens appellent, ah non, mais vous pouvez faire ça, machin et tout, et c'est comme ça que finalement, tu te fais connaître petit à petit, des petits coups comme ça, et puis, mais voilà, après, on fait pas que ça, on fait vraiment maintenant beaucoup de communication, d'accompagnement des sportifs, et avec le temps, on s'est rendu compte que, malheureusement, des fois, pour faire certaines choses avec certains joueurs ou sportifs, il faut absolument l'aval de l'agent. Oui. C'est la question que j'allais poser. Et c'est très compliqué parce que des fois, alors, dans certains, donc du coup, c'est une relation à trois, hein, le sportif, l'agent et nous. Oui. La relation entre nous et le sportif, généralement, ça va bien se passer. Oui. Mais en fait, ce qui va être le point central, c'est l'agent. Parce que l'agent, il essaie de tout. Si l'agent dit non, le sportif ne suit pas. Bah oui. Si l'agent dit oui, et il peut se sentir menacé aussi. Il peut se sentir menacé. Est-ce que eux, en fait, c'est pas des agents déguisés qui vont récupérer le joueur? Est-ce que s'il faut un deal, moi, j'y gagne quoi, etc., etc. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça qu'on aurait pu faire avec franchement, des très bons coups, hein, avec des sportifs connus et tout. Et ça ne s'est pas fait parce que l'agent ne voulait pas. Et du coup, après, ça sert d'expérience parce que tu te dis, ok, bon, ben moi, j'ai une agence de communication et de marketing, mais il faut qu'au fur et à mesure, peut-être, je la fasse évoluer pour que, à terme, même peut-être que nous-mêmes, on gère des sportifs. Bien sûr. Comme ça, ben, on fait agence 360. Oui. Gestion de carrière, communication, marketing. 360, on va faire un petit peu de pub hein, de notre média Match 360. Voilà, voilà. Ça ne s'invente pas. Hein. Ça ne s'invente pas. Voilà, le logo est là. Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux et sur YouTube avec des contenus 360. C'est exactement ça. Donc voilà, bon, on va aborder aussi voilà, les cas pratiques. Ouais. La communication de Sadio Mané. Ouais. Comment tu le perçois? Elle a évolué. Et je dirais juste en fait, c'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait, il fait des choses maintenant qu'il aurait pu et dû faire il y a 5-6 ans. Quand il était à son top. À Liverpool. À Liverpool. C'est ça le problème. C'est-à-dire que il n'a pas capitalisé sur son temps fort. Ouais. C'est maintenant qu'il est sur la fin, qu'il y a beaucoup de trucs qui s'offrent à lui. En fait, il va réussir à les faire. Oui. Ça va se faire. Mais par rapport à ce qu'il aurait pu gagner, et ce que ça aurait pu lui rapporter en termes de plein de choses, pas que d'argent, hein, Dora. Il est passé à côté. Oui. Et c'est dommage. Et il faut que ça serve d'exemple à d'autres qui vont se dire, ben voilà, il ne faut pas que j'attende trop tard. En fait, il faut capitaliser sur ces temps forts. Et le problème de Sadio, c'est que déjà, malheureusement, lui, c'est quelqu'un de très introverti. Oui. Ça joue aussi. Donc, si tu es très introverti, quelqu'un qui est très introverti, il ne va pas les communiquer directement. Oui. Donc, il faut trouver le moyen que les gens communiquent pour toi, le fassent bien, sans que pour autant, ça dénature qui tu es. Qu'on ne se dise pas, ah, ça sonne faux. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, je trouve que, en tout cas, nous, on essaie vraiment de faire ça aussi, c'est qu'il faut une communication qui est adaptée à la personnalité du joueur. Sinon, qu'on ne se dise pas, il y a un décalage entre le joueur qu'on voit et comment il communique. Oui. C'est hyper important. Et je pense que malheureusement, Sadio, il a loupé ce coche-là. Il l'a fait trop tard. Et c'est... Après, bon, il a fait sa carrière qui est super et voilà. Mais il y a un truc que tu as dit qui est important, c'est que par rapport à la communication, en fait, ça ne va pas impacter que sa com, mais ça peut même impacter ses performances ou même ses titres. Là, par exemple, on peut parler du Ballon d'Or ou autre chose. Le statut que tu as
Donc ta communication peut te permettre aujourd'hui d'aller... Même au sein de ton club. Je vais te dire un truc. d'aller toquer, Je ne donnerai pas de nom. Oui. Mais moi, il y a un jour, un dirigeant qui m'a dit un truc tout simple. Mansour, entre deux joueurs de talent équivalent, moi, je vais prendre celui qui a le plus de renommée. Pourquoi? Parce qu'en termes de vente de maillots, produits dérivés, apport de sa communauté business, et autres, etc., il va m'apporter plus que celui qu'on n'entend pas. Il me dit, en termes de talent équivalent, potentiel équivalent, à truc égal, je prendrai ce gars-là. Là, je vais prendre un pari risqué. Ouais. Kylian Mbappé au Real Madrid. Je pense qu'il va passer devant Vinicius, justement par rapport à ça. C'est possible. Je le pense très fortement. Là, on va dire sportivement, ils sont à peu près au même niveau. Et au niveau de la personnalité du joueur, de sa communication, de sa présence dans le milieu du foot business, on va dire, ça prend le dessus. Parce que des clubs comme le Real, ils ont besoin de joueurs comme ça. Ouais. Et déjà, pour aller plus loin, si c'était un autre joueur lambda, le Real n'allait pas lui apporter revenir. une seconde chance pour le signer. Un train qui ne passe pas, qui finalement est devenu... Et devenu un métro, il passe tous les 2 minutes. Parce que c'est un gars qui a compris que le football, il a changé. Voilà. Non, c'est vrai. Et donc, c'est super important. Maintenant, sportivement, en fait, ça peut te débloquer des transferts, des choses comme ça. Mais il faut juste que les joueurs et leurs agents comprennent ça. Et surtout, il faut qu'ils comprennent que cet aspect communicationnel, c'est pas une menace pour l'agent. L'agent, s'il fait très bien son boulot, il n'y a pas de souci limite. On va mieux bosser ensemble quand c'est complémentaire, en fait. Il faut justement qu'on bosse ensemble, voilà, vraiment en bonne alchimie, en bonne intelligence pour l'intérêt du joueur. Et on sera tous gagnants. Forcément, on va passer au dernier. Ou bien tu as d'autres choses. Ouais, on va passer à la dernière question qui rebondit un petit peu sur l'actualité du sport et aussi corrélée à la politique. Parce qu'on a vu pas mal de footballeurs français prendre la parole, parler un petit peu des élections européennes. Et comment tu analyses ça au niveau de leur communication? Parce qu'il y en a qui sont allés très loin, ils ont pris des positions très claires, oui. Notamment le cas de Marcus Thuram. Et même récemment, je crois, c'est Jules Koundé, Ibrahim Konaté. Il y en a d'autres qui sont un petit peu nuancés, mais on a aussi l'impression qu'il y a de la récupération politique derrière. Alors, moi, j'ai dit toujours aux sportifs avec qui on travaille, quand il y a des événements comme ça, c'est très simple. Soit tu parles, soit tu ne parles pas. Oui. Mais si tu parles, dis les choses. Oui. Ne fais pas les choses à moitié, etc., pour te faire genre, machin et tout. Ça ne marche pas. Si voilà, soit tu te tais, tu assumes, on te dira oui, tu t'es tu, mais c'est pas grave. Au moins, tu restes fidèle à la ligne de conduite. Mais si tu parles, dis vraiment ce que tu penses, sois authentique. C'est toujours comme ça que j'ai fonctionné et je trouve que c'est la meilleure des choses. Par exemple, beaucoup de gens ont critiqué la sortie de Kylian Mbappé quand il dit les extrêmes parce qu'il renvoie dos à dos toute la gauche et l'extrême droite. Oui. Pour moi, ça pose problème quand tu dis les extrêmes. Notamment quand tu es un joueur, le papa est d'origine camerounaise, la maman d'origine algérienne. Oui. Dans un truc comme ça, quand tu sais ce que représente le RN en termes de... Voilà, on ne va pas revenir dessus, pour dire les extrêmes, on renvoie à ça, dos à dos avec ce qu'on appelle l'extrême gauche. Pour moi, ça me pose problème. Oui. Parce que on sait, entre guillemets, il y a des gens qui ne t'aiment pas juste parce que tu es noir. Oui, ça c'est vrai. Ils t'aiment pas juste parce que ils n'aiment pas juste en fait ce que tu es, ce que tu représentes. Oui. Pour moi, ça c'est très grave de venir essayer de nuancer ça. Parce que il dit ça parce que forcément il peut pas prendre une position parce que Kylian Mbappé il est en ligne directe avec Monsieur Emmanuel Macron. Ce que j'allais dire, peut-être qu'il prend position en faisant ça aussi. Voilà, tu vois, tu vois, en fait, mais justement quelque part en faisant ce discours-là, c'est ça. Je veux dire, moi j'ai entendu ça, j'ai dit discours de macroniste. Oui, clairement. Voilà. Et moi ça me pose problème. Donc c'est vraiment ça. Après, souvent on dit oui, mais les sportifs ils doivent rester dans leur domaine de compétences. La politique ça les intéresse pas. Mais attends, ils paient leurs impôts comme tout le monde. Oui. Ils vivent comme tout le monde. Et c'est des citoyens comme tout le monde. Mais on a tous un métier. On a tous un métier. Oui. Voilà. Donc, on parle politique. Ils parlent, voilà. Et donc, pourquoi est-ce qu'eux, on leur dit, ah ben non, toi, par contre, tu te tais. Pourquoi? De quel droit? Ah ouais. Si moi, qui ne suis personne, qui ne représente rien, j'ai le droit de parler de ça, pourquoi est-ce que lui ne le ferait pas? On est mieux qu'eux? Ils sont mieux que nous?
Ils ont le droit de parler. C'est des D'ailleurs, ils contribuent plus à l'économie que toi. Voilà. Parce que les impôts là, ça... Voilà. Donc c'est vrai, t'es quelqu'un qui paye ses impôts, qui fait machin et tout, etc. Parce qu'en plus, notamment quand on parle des footballeurs, c'est des PME. Hein. Quand tu vois tout le monde qui est autour, c'est des PME. C'est une économie autour d'un seul joueur. Hein. C'est une économie autour d'un joueur. Et donc tu dis à ces gars-là, toi tu ne prends pas position, de quel droit? Mais juste, je dis, voilà, quand tu fais, fais-le. Ou tu dis, je me tais, ou tu parles. Mais si tu parles, dis les termes. Dis ce que tu as à dire clairement, que les gens sachent ce que tu penses et sois authentique. Après, qui n'aime pas, c'est autre chose, mais au moins, toi, tu seras resté fidèle à ta ligne de conduite. Par rapport à ça, je vais juste rebondir pour faire un peu le parallèle avec le Sénégal. Parce qu'il y a eu des événements qui se sont passés politiques, et il y a eu des prises de parole, notamment sur Twitter. On a vu, je pense, celui qu'on a le plus remarqué, c'était Abdou Diallo. Qui a multi-reprises à tweeter jusqu'à, voilà, il a même parlé d'infantiliser les gens, tout ça. Donc, en tout cas, c'est celui qui a le plus parlé. On revient encore par rapport aux athlètes qui ont qui ont un statut. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un problème par rapport à la France, hein, je veux dire, on a ce problème, on retrouve ce problème au Sénégal de cette liberté d'expression de nos athlètes. Enfin, comment toi, en tant que chargé de com, conseiller, pardon, un conseiller de com d'un joueur, comment tu te présentes par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un contexte à ça? Il faut s'adapter à un contexte ou qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation? Non, pas forcément. Moi, j'essaie vraiment au maximum, en tout cas, on essaie au maximum d'écouter déjà le joueur. Voir ce qu'il veut. Pour nous, ça, c'est la priorité. Par exemple, quand tu reprends l'exemple de ce qui s'était passé au Sénégal, on était avec certains joueurs, ils me disaient, bon, on fait quoi? On disait, voilà, moi, ce qui se passe, mais je regarde ce qui se passe et tout. J'aimerais bien parler, j'aimerais bien dire un truc, mais je ne sais pas quoi. Il dit, en fait, ok, mais tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? C'est ça déjà. Tu veux dire quoi? C'est quoi le but de ce que tu veux dire? Est-ce que tu veux dire, est-ce que tu veux critiquer le gouvernement? Est-ce que tu veux dire arrêter de tuer les gens? Est-ce que tu veux dire ça? Est-ce que tu veux ça? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? À partir du moment où toi, tu pourras nous dire exactement ce que tu veux dire, où tu vas venir, nous, on va voir comment formaliser ça. Mettre les formes. Mettre les formes. C'est important. Que ton discours ne s'éparpille pas. C'est vraiment ça. La base, c'est qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu veux attaquer? À l'époque, c'est ça, les gens croyaient. Est-ce que tu veux critiquer ouvertement Macky Sall et le nommer? Est-ce que tu veux parler de Sonko, Pastef et les nommer? Est-ce que tu veux parler juste des violences? Oui. Ou est-ce que tu veux parler du peuple qui doit rester uni, des choses comme ça? C'est quoi, toi, en fait, le message que tu veux passer? À partir de là, nous, on va t'aider à le formaliser, à le diffuser. C'était vraiment comme ça que ça a marché. Après, en termes de contexte, franchement, moi, je pense que il ne faut pas qu'il se limite en se disant ouais mais moi je peux dire ça, je peux pas dire ça, ça c'était le machin et tout. On peut tout dire. Nous on est là, on parle de tout tous les jours. On parle de tout tous les jours. Mais c'est les gens comme nous. Bien sûr. Ok, c'est des footballeurs machin tout. Souvent les footballeurs ils sont bêtes machin tout, etc. Pas du tout. Il y a des footballeurs qui sont très intelligents, même qui sont diplômés. Hein. Donc il n'y a pas de raison de les infantiliser ou autre. Surtout ça. Surtout. Bon, on va se dire au revoir. On a quand même eu un tour d'horloge avec Mansour. D'ailleurs, oui, en plus, déjà, Mansour, il peut pas se passer de son téléphone parce qu'il est tout le temps en train de tweeter. Là, on l'a eu en une heure. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, les gars m'appellent tout le temps, oui, il y a ça qui s'est passé, ça, on fait comment ça, etc. Et du coup, c'est horrible, mon téléphone. Donc là, on t'a tenu une heure sans ton téléphone. Bah, on s'excuse. Hein. Je l'ai éteint parce que sinon, ça allait sonner. Non, c'est du boulot. Ça, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de participer à ce premier numéro de Leur Jeu. Merci. Voilà, Marcel, un petit mot c'était excellent, franchement. C'est leur jeu, comme on dit. Oui. On fait venir nos invités qui nous parlent de ce qu'ils savent dans le milieu du foot, dans le milieu du sport. Franchement, c'était très, très enrichissant. On a appris des choses. C'était intéressant. Merci Mansour. Et merci pour l'invitation à vous. Et puis bon, longue vie à Leur Jeu. Moi, j'étais le premier à ce qui paraît. Oui. Donc j'espère que les autres sont encore meilleurs. Et voilà, beaucoup d'émissions. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et on remercie aussi Mara qui est à la réalisation, Diaré Record. Nous sommes dans les locaux de HD 24 TV. Et comme on vous l'a dit en début d'émission, vous pouvez suivre ça au niveau de la chaîne YouTube de HD 24 TV, qui est une nouvelle télé numérique qui s'est lancée récemment, une télé
panafricaine et aussi sur Match 360, un projet qu'on a lancé avec Marcel. Et voilà, allez vous abonner. Et surtout, suivez aussi Mansour Loum chez Sport News Africa. Hein, parce qu'il y a beaucoup de choses, ouais, surtout sur Twitter. Et il y a beaucoup de choses aussi qui vont arriver. Merci beaucoup. Au revoir.